ne fait pas toujours le métier qu'on aimerait faire et on ne s'épanouit pas toujours dans le métier qu'on a choisi. Par contre, on peut choisir d'aider les autres, de faire du bien aux autres. Et ça, humainement, c'est hyper épanouissant. Bonjour et bienvenue dans les Talents de la Terre. Aujourd'hui, nous recevons Super Héros Grand Cœur et son fondateur-dirigeant, Christophe Fernandez. Alors pourquoi cet entretien ? Tout simplement pour découvrir et comprendre les motivations des fondateurs et des dirigeants de nos associations partenaires. Ce sont souvent des personnalités singulières pour lesquelles l'engagement est quotidien et ce n'est pas juste un mot à la mode. Alors comment sont-ils arrivés là ? Par quel miracle continuent-ils à travailler chaque jour si proches des autres, avec une forme de foi et de détermination qui ne se dément jamais, tout en gardant le sourire. Le sourire, il l'a tous les jours, et c'est le cas de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Dorothée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous et à l'équipe de m'avoir invité dans ce bel environnement. Alors Chris, tu as un parcours exemplaire puisque tu es super flic et tu as créé une association qui s'appelle Super Héros Grand Cœur. Alors comment est-ce qu'on passe de super flic à super héros ? Alors, super flic, je ne sais pas. Je suis policier, effectivement. Et, oui, mais dans une structure particulière, on peut le dire. Oui, alors je l'ai été pendant 18 ans. Aujourd'hui, j'en suis parti. Je suis toujours d'active. Je suis toujours dans la police nationale, mais dans une autre unité. Je prépare ma reconversion. Je pars à la retraite dans 2 ans maintenant. Jeune retraité, mais je vais avoir beaucoup d'occupations avec cette association qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, mais qui me passionne. Alors justement, cette association, je sens que tu es prêt à nous en parler à partir d'un coup sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette idée de Super Héros Grand Cœur ? D'abord Super Héros, puis après Grand Cœur. Alors, rapidement, parce que bon, c'est personnel à la base, mais il n'y a absolument rien à cacher. À l'issue de la longue hospitalisation de ma petite fille Joyce, j'ai réalisé, malheureusement dans la vie, quand on est touché par des choses compliquées, on ne les réalise que quand ça nous touche. Là, effectivement, ça m'a touché. Et ma fille, qui l'a accompagnée 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, a éclusé un petit peu tous les hôpitaux du sud de la France. Et on a eu la chance de pouvoir aller la voir assez régulièrement. Et au-delà de ma fille et de ma petite fille, j'ai croisé beaucoup d'enfants de tout âge avec leurs parents. Et j'ai réalisé vraiment la tristesse et les difficultés que ces petits pouvaient vivre. Le hasard de la vie a fait que quasiment au même moment, on m'a sollicité pour descendre en rappel du toit d'un hôpital à côté de Montpellier pour égayer le Noël des enfants à l'issue du Covid. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que je suis parti en mission à l'étranger. Mais lorsque je suis rentré, j'ai eu une discussion avec des copains issus comme moi d'unités spéciales de la police nationale. Et on a eu cette idée un petit peu folle de nous procurer les véritables costumes de super-héros des films Marvel et de descendre en rappel des toits des hôpitaux pour enfants partout en France. Alors, pourquoi les super-héros ? À vrai dire, je ne sais pas trop. Ça s'est présenté comme ça. Au départ, on me proposait de descendre en Père Noël. Je l'ai fait. Dans nos unités, chaque Noël, on se déguisait chacun à notre tour en Père Noël et on descendait en rappel de l'hélicoptère. Donc on avait la possibilité, puisqu'on travaillait beaucoup avec les hélicoptères de la gendarmerie et de l'armée, donc on disposait de cette chance-là. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire vibrer les enfants toute l'année, pas que pour Noël. Et on a pensé à ces super-héros. On est tombé sur une vidéo qui remonte à une vingtaine d'années, des copains du GIPN de La Réunion, qui avaient eu cette idée. On ne l'a pas inventée. Voilà, c'est les copains du GIPN de La Réunion qui l'ont inventée et qui ont fait ça d'un hôpital. Et j'ai trouvé l'idée magique.
Et je me suis dit, peut-être que nous, à notre petit niveau, on peut peut-être faire quelque chose pour les enfants qu'on pourra croiser dans les hôpitaux où on aura la chance d'aller. D'accord. Donc, Super Héros Grand Cœur, c'est une association qui regroupe plusieurs personnes comme toi, des flics C'est également, ça, ouais. des super flics, qui sont d'actives ou retraités Ouais. et qui mettent à disposition de cette association leur capacité sportive hors norme, un petit peu quand même bien travaillée, Exactement, très entraînée, c'est ça. pour faire plaisir à des enfants qui sont hospitalisés dans les hôpitaux français. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez mené combien d'opérations ? On est à 36 en 2 ans. 36 en 36 2 opérations. ans. Une opération, c'est combien de personnes qui se déplacent ? Alors, ce sont des vraies opérations qu'on monte, même si ce sont des animations, des shows, des spectacles, on peut les appeler comme on veut. L'important, c'est de redonner le sourire à ces enfants. Mais en amont de ces opérations, il y a beaucoup de contacts avec les directions des hôpitaux, les services pédiatriques, avec les partenaires, parce que on a développé un petit peu nos spectacles. Ça s'est fait un petit peu au feeling. Au départ, il y avait juste des descentes en rappel. Et puis, je fais partie de petits groupes propriétaires de Harley-Davidson. Et j'ai vu que ça faisait aussi rêver les gens. Et je me suis dit, si on pouvait associer ça en plus, faire arriver un convoi de Harley-Davidson au pied des enfants avant la descente en rappel, c'était magique. Et c'est ce qu'on fait quasiment depuis 1 an. Donc, on contacte des motoclubs de bikers qui s'associent généralement sans difficulté avec nous parce qu'ils ont aussi des gros cœurs, ces gens-là. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir disposer de voitures de police, de voitures de pompiers, des blindés du raid. Voilà, Wow. En octobre, on a eu la chance d'avoir le nouveau blindé du raid qui arrivait de chez nos amis anglo-saxons, et on a fait arriver Black Panther sur le toit du dernier blindé C'est du raid magique. au pied des enfants C'est de l'hôpital Maryland Long. Voilà, c'était juste exceptionnel. Donc effectivement, pour répondre à ma question, on n'est pas sur quelques personnes. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand il y a une opération, ça bouge au moins entre une trentaine et une quarantaine de personnes. Il y a les personnes qui descendent en rappel, comme toi. Toi, tu es Captain America. Il y a Black Panther, il y a Deadpool, il y a... Vas-y, aide-moi. Je les ai pas tous. Il y a Il y a Spider-Man. le Dark Spider-Man. Voilà. Il Donc, y a- vous êtes au moins une dizaine d'acteurs Oui. sur l'hôpital ou dans l'hôpital. Il y a après une trentaine de partenaires avec vous qui travaillent, mais qui travaillent bénévolement. C'est ça aussi la force de l'engagement. Je pense que tu as un pouvoir de conviction qui est assez phénoménal parce que tout le monde te suit quand même dans cette aventure. Alors, je sais pas, mais en fait, j'ai transmis. En fait, je savais ce que ça allait donner. Avant de lancer ce projet-là, on se heurte à beaucoup de négativité. Mais je savais ce que ça allait donner. Tu peux dire que tu avais une certaine vision. Ouais, oui. Pas une certaine, je une savais que vision. ça allait être magique. Je savais que ça allait être magique. Il fallait juste que je trouve les copains qui pouvaient m'accompagner pour le faire. Et ça n'a pas été compliqué parce que les copains que je connaissais, ils sont un petit peu comme moi. Ils sont au service du public depuis des années. On aime les gens. Voilà. Ça, c'est important. On aime les gens. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, effectivement. Et j'ai vu des personnes très humbles et très réservées qui étaient là pour agir plus que pour parler, qui m'ont extrêmement touchée. Alors, réservé, c'est parce qu'ils ne te connaissaient pas. C'était la première fois. Ah, peut-être. Mais pas tous. Il faut les connaître un petit peu plus dans Quand j'ai l'intimité. réservé, Il y a des cas quand même. voilà, certainement, certainement. Tu as dû t'en apercevoir un petit peu avec Deadpool déjà. Deadpool, oui, tout à fait. On a trouvé le Mais- vrai personnage pour le non, faire. mais très sympathique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient là plus pour agir que pour parler ou se montrer. L'idée, c'était vraiment d'être là pour les Alors, enfants et ça transpirait dans votre action. Toutes les personnes qui font partie de l'équipe, ce sont des belles personnes. Voilà, je dis pas ça pour leur cirer les pompes, je le pense réellement. Et si ce n'était pas le cas, on ne ferait pas ça ensemble. Mais pour revenir sur l'équipe, effectivement, on a une ossature d'une quinzaine, une vingtaine de personnes qui travaillent vraiment activement pour l'association. Et puis, sur chaque opération, on a la chance de pouvoir s'associer avec d'autres partenaires. On appelle les commissariats, les gendarmeries, les polices municipales, les groupes de bikers, et on monte quelque chose de vraiment exceptionnel, qui ne se faisait pas avant. Il y a d'autres copains qui font ça, mais qui ne mettent pas plus de... Voilà, juste des petites visites toutes simples.
Nous, on a vraiment envie de pouvoir... parce que tu étais présente sur set. Quand on voit le résultat dans les yeux de ces enfants, quand tu vois des enfants qui courent vers toi avec leur perche à perfusion pour te faire un câlin et qui te tiennent pendant quasiment 5 minutes, ils ne veulent pas te lâcher. Tu te dis que tu ne fais pas ça pour rien, quoi. C'est énorme ce qu'on arrive à transmettre. On ne pensait pas arriver à ce résultat-là, mais du coup, ça te motive pour en faire encore plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on dépense beaucoup d'énergie pour ces opérations et puis pour tout ce qui se fait en amont, parce qu'il y a des reconnaissances qui sont faites pour vérifier la faisabilité de ces descentes en rappel. La sécurité, on ne joue pas avec ça. Même si notre métier nous a appris à pouvoir le faire dans n'importe quelle condition, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc la sécurité, on ne joue pas là-dessus. On fait des reconnaissances. Au niveau du matériel, c'est du matériel qui est vraiment homologué. Oui, ça ne m'étonne pas que vous soyez extrêmement sécurisé. Ça fait partie aussi de votre métier. Donc là, je comprends très bien que cette compétence, tu l'as mise au service de ton association. Je reviens 2 secondes sur les chiffres, parce qu'on était sur 36 opérations. Je pense qu'il y a plusieurs milliers d'enfants malades, du coup, qui ont eu la chance, entre guillemets, de vous croiser et de pouvoir avoir les yeux qui s'illuminent grâce à vous. On est dans un monde de chiffres, donc je vais continuer sur un chiffre et j'en finirai là. Quel est le prix et le coût d'une opération ? Alors, tout dépend de l'éloignement. Si ça se fait dans un rayon de 200 km par rapport à notre base, nous sommes basés dans le sud, dans le secteur entre Montpellier et Nîmes, ça va pas chercher très loin, c'est autour de 500 €. Maintenant, si on s'écarte un petit peu, quand on est allé sur Tarbes, sur Lyon, en région parisienne, on se déplace à 10-12, il y a toute une équipe au sol, il y a les personnages qui mettent les costumes, mais on a quelqu'un qui s'occupe du son, on a un coordinateur au niveau du sol, on a quelqu'un qui gère la sécurité au niveau des cordes, on a quelqu'un qui gère un petit peu notre com avec les services de communication des hôpitaux, et puis on a également des gens qui sont là pour se coordonner avec les services pédiatriques, savoir à quel moment on fait sortir les enfants. Il faut savoir que on travaille sur des enfants qui sont hospitalisés, dont certains ne peuvent pas trop se déplacer. Donc, il y a toute une coordination vraiment à gérer avec les soignants, avec les cadres, pour savoir à quel moment on les fait sortir, une fois que nous, on est prêts sur les toits. Et du coup, c'est pour ça qu'on les montre comme des vraies opérations. Ça s'assimile un petit peu à ce qu'on faisait, ce que je faisais dans mon ancien métier lorsque j'intervenais sur des situations de crise majeure. D'accord, donc c'est pas qu'une question de finances, effectivement, c'est aussi une question de temps. Ça doit bien prendre entre 1 semaine à 10 jours, ce que tu me racontes, mis bout à bout. C'est 1 mois et demi, 2 mois de préparation. En temps homme, d'accord. Avec, en gros, je reviens sur le coût, parce que c'est important. Tu n'as pas parlé des costumes qui sont très chers. Ce sont des costumes, on est à 3 000, 4 000 € le costume. Qui coûte entre 3 500 et 5 000 €. Oui. Voilà, qu'on doit renouveler à peu près tous les 4-5 ans. Parce que normalement, ces costumes-là sont faits pour les films. Il faut savoir que Disney, qui a la licence pour les personnages Marvel, dispose de 10-15 costumes sur chaque film, voire sur chaque scène. On n'a pas ces moyens-là, donc on les a fait un petit peu renforcer aux endroits qui doivent l'être par rapport au baudrier, par rapport au risque qu'on prend, notamment sur les passages d'angle. Mais voilà, on est arrivé à se les procurer, on en a une dizaine. Donc on a ce coût-là, et puis les déplacements. Quand on va au-delà de 300-400 km, ça nous coûte à peu près 2 000 € par opération. Alors ça, on était donc, ce que je disais, on était sur le coût financier. Maintenant, le bénéfice, qui lui n'est absolument pas financier. Tu as parlé tout à l'heure d'un enfant qui a couru avec sa perfusion dans le couloir pour venir à votre rencontre. Tu dois en avoir d'autres, des moments comme ça, qui sont, j'allais dire, j'en ai d'autres. Le leitmotiv de ton engagement et j'allais dire, de l'engagement de tous ceux qui t'accompagnent. Et le fait... Bon, voilà, on est dans un studio, c'est assez intimiste. Oui, on est entre nous là. Mais c'est cool. Le simple fait d'y penser, ça me... Je le vois. Ça me fait ressentir des choses. Tout le monde ne peut pas le voir. Vraiment. Moi, je vois tes yeux. Je te le dis. Je sais. Et alors, il y a ce gamin-là, c'était à Montpellier, c'était pas dans un couloir, c'était en extérieur. Le petit était sur une chaise et ils sont 3 à venir sur nous quand on touche le sol. Et là, il nous agrippe tous les 3. Il lui a sa perf. Il nous tient, on regarde tous les autres enfants, on regarde les personnels
qui étaient là. Il y avait du public également. Et puis, ils ne nous lâchent pas. Et on reste comme ça, collé, avec un enfant qui, juste avant, était triste, voire souffrait. Les anecdotes, j'en ai d'autres. Je peux te parler également de ce petit de 8 ans, à Narbonne, qui s'était réfugié dans le mutisme total depuis la mort de ses parents. Ça faisait quasiment 1 an qu'il ne parlait plus. Donc il était sous la responsabilité de ses grands-parents. La mamie était présente. Et généralement, nous, on nous explique, avant de rentrer dans les chambres, une fois qu'on a fait notre spectacle, on va voir les enfants qui ne sont pas sortis, parce qu'ils ne sont pas transportables. Et on nous dit, voilà, attention, ce garçon, cette petite fille, c'est telle pathologie, on ne peut pas trop l'approcher. Donc là, ça ne se fait pas. Je rentre naturellement dans la chambre et je lui parle. Je suis un Captain America et je lui demande de venir un peu sur le côté parce qu'il y a d'autres enfants qui se sont un peu regroupés, ils sont venus tous nous voir. Et il y a un dialogue qui s'installe. Et je vois que le garçon, il est un peu en colère. Pas triste, mais je le trouve un peu en colère. Et bon, j'arrive quand même à le faire redescendre. Et puis, il me regarde comme ça, il me fait « Captain America, faut que je t'explique un truc qui va pas comme ça. » Et là, t'es déguisé, tu fais plaisir à plein d'enfants, et t'as ce petit-là qui te regarde et qui te réprimande. Je fais « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème, Théo ?» Il me fait « Les DC Comics, ça vit pas dans le même monde que les Marvel, vous faites n'importe quoi. » Et là, je le regarde, un peu déstabilisé, et je lui dis, tu sais quoi ? Nous, on s'en fout. On mélange tous les mondes. Et regarde ce que ça procure. Ah, d'accord, ok. Eh ben, ça va. Et là, je vois la mamie qui est derrière. Elle est derrière le lit. Et elle fait des signes. Elle fait des grands signes. Elle va chercher les infirmières. Et je comprends pas trop. Je regarde les 2 autres copains qui étaient avec moi en costume. On comprend pas. Et donc, je finis la conversation. On enchaîne avec d'autres enfants. Mais on revient ensuite les voir pour leur offrir des jouets. Et là, on nous explique en fait que le petit, il parlait plus depuis quasiment 1 an et que c'était la première fois qu'il se remettait à parler. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, on va peut-être dire voilà, c'est grâce aux super-héros, mais en attendant, on s'en fiche. En attendant, le principal, il parle. Sur le moment, je vis le truc normalement avec le gamin, et quand on me dit ce qu'il en est, avec la mamie derrière qui pleurait, c'est énorme. C'est énorme. Et là, à ce moment-là, tu te dis, mais je vais continuer ça jusqu'à la fin de ma vie. Même à 90 ans, je continuerai à monter là-haut. Tant pis, on trouvera une relève, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait alors, c'était pas moi, c'était Spider-Man. C'était à Tarbes ou à Lyon. On a un petit garçon qui se fait opérer du dos et qui arrive plus à remarcher. Ils savent pas pourquoi. Et donc, ils l'amènent au fond du couloir. Nous, on passe l'angle. Et puis c'est Spider-Man qui passe en premier. C'est un peu le préféré des enfants, le Spider-Man. Et là, le petit se lève de son fauteuil roulant. Ça fait un peu bizarre ce que je vous raconte. Ça fait un petit peu Jésus-Christ, mais il se lève de son fauteuil roulant. C'est pas très grave, Lazare. Lève-toi et marche. En se tenant un petit peu contre le mur, il va jusqu'à Spider-Man. Spider-Man, lui, il se met à genoux. Il va pas vers lui. Il sait pas ce qui se passe. Il pensait qu'il était juste sur son fauteuil, mais... Donc il se met à genoux, il l'attend. Et le petit, il marche jusqu'à Spider-Man, comme ça, et il lui fait un câlin. Et là, c'est pareil. Derrière, on a les informations. C'est très, très beau, cette histoire. Effectivement, on ne sait pas si c'est vous ou pas. En tout cas, il y a un déclic qui s'est passé et vous avez créé quelque chose de magique qui a permis, en tout cas, de passer d'une attitude de blocage pour ces enfants-là à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Je pense que pour certains, en fonction des pathologies, on ne va pas non plus dire n'importe quoi, mais en fonction des pathologies, ça peut, comme tu dis, ça peut créer un déclic et amener un enfant à passer un cap, ou alors peut-être à moins cogiter sur l'environnement dans lequel il est à l'hôpital, parce que même si les infirmières, si les aides-soignantes sont super sympas, c'est compliqué quand même la vie dans un hôpital, et c'est pas évident. C'est très très dur. Alors là, tu dis que tu pourrais faire ce métier, enfin, c'est pas un métier, parce que ça, c'est un engagement très personnel au départ, mais maintenant, tu es à la tête d'une association qui regroupe combien de personnes ? Une vingtaine. Vous êtes une vingtaine, mais... D'accord. Avec des partenaires qui vous aident également de manière bénévole. Tu parlais de Harley Davidson et des autres prestataires qui t'aident pour la logistique, que ce soit en communication, etc.
tu as une ambition particulière ou tu veux rester au nombre de 20 ? Est-ce que tu aimerais avoir une association plus grande ? Est-ce que tu as une certaine vision nationale pour cette association ? On se ferme aucune porte. Maintenant, on a un critère, on a une contrainte de sécurité. On pourrait éventuellement trouver des collègues, des copains, des civils. On a des pompiers, par exemple, qui ont des compétences aussi, qui pourraient éventuellement nous donner un coup de main. Mais, oui, parce que pour descendre en rappel avec vous, il faut maîtriser certaines compétences. Voilà. Parce que c'est pas, là, on ne descend pas en rappel d'une façade. Non, parce que suite au podcast, on ne sait jamais. Tu pourras avoir un certain nombre de personnes qui nous appellent pour dire nous, on voudrait absolument contacter Chris pour être bénévole avec lui. Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. C'est quoi les critères? Sans aucun problème. Quels sont les critères? Alors, nous, on est de plus en plus accompagnés. Au début, j'étais seul à gérer tout ce dispositif. Et puis après, je me suis fait aider par 2 copains. Mais sur les opérations, ça a pris vraiment de l'ampleur et on a besoin d'un maximum de monde. Que ce soit dans l'organisation en amont, parce que là, par exemple, j'ai 5 opérations en préparation. 5 opérations. Elles ont lieu où, ces opérations? Fréjus. Oui. Clermont-Ferrand. Oui. Perpignan. Tours. Paris. On a, à côté de Pontorson, on a un hôpital qui s'appelle l'Estran. C'est un hôpital psychiatrique où il y a un service pédiatrique. On a été contactés. Les contacts se font de façon aléatoire. Et ces 5 opérations, elles devraient avoir lieu avant fin juin? De mi-juin à mi-septembre, on va être un petit peu en sommeil. Parce que même si nous avons une infirmière dans l'équipe... Oui, c'est une période plus calme. Voilà. Ça sera compliqué pour nous, policiers, parce qu'avec les JO, c'est difficile. D'accord. Donc là, tu as 5 opérations. Donc, pour revenir à cette notion de recrutement, parce que je suis à peu près sûre que ça pourrait plaire quand même à pas mal de jeunes qui sont capables de faire, en tout cas qui font du rappel et qui se disent tiens, j'aimerais bien m'engager aux côtés de Chris. La condition sine qua non, c'est quoi? C'est d'avoir 2 ans, 3 ans de rappel? C'est d'avoir des capacités physiques systématiquement, à chaque fois qu'on a un nouveau qui veut prétendre à descendre en rappel, il vient s'entraîner avec nous. D'accord. C'est pour ça qu'on reste pour l'instant dans un cadre plus ou moins local. D'accord. Mais on a des gens, en fonction des endroits où on organise ces opérations, qui peuvent nous aider sur le terrain. Parce que tu n'as pas d'antenne à l'heure actuelle à Lyon. Non. Tu pourras avoir un de tes collègues qui serait là-bas et qui pourrait aussi recruter pour créer une antenne j'ai locale. Les copains, oui. Des antennes de groupe qui D'accord. peuvent éventuellement faire des reconnaissances sur site et me dire, voilà, il y a des points d'ancrage, Chris, il n'y a aucun problème au niveau sécurité. D'accord. Maintenant, ensuite, pour intégrer l'équipe, si j'ai affaire à des collègues de groupe, il n'y a aucun problème. Si j'ai affaire à des jeunes qui veulent éventuellement se lancer dans l'aventure, aucun problème. On les prendra avec nous. On s'entraîne tous les mois. On fait des petits entraînements sur les week-ends avec les copains. On se trouve des nouveaux sites, des immeubles. Là, c'est l'Arena à Montpellier. En plus, on fait des trucs un petit peu sympas. Même des églises, des fois des clochers d'église. La contrainte et la condition, c'est que la personne qui sollicite ce rôle-là, elle puisse rentrer dans un de nos costumes. Tous nos costumes sont commandés sur des mensurations bien spécifiques. Sur chaque costume, j'ai positionné 2 copains qui ont la même mensuration. Voilà, parce qu'ils sont fragiles. Si le copain il est un petit peu plus grand ou un petit peu plus fort, très rapidement, on va avoir des dégradations. Donc, il y a un critère physique. Voilà, il y a un critère physique. Il faut que les gens soient, entre guillemets, plus ou moins sportifs pour les costumes. Mais à côté de ça, on a pas mal de copains qui nous aident et qui ne portent pas les costumes. Donc, alors, hormis la partie rappel, la partie sportive, est-ce que tu recrutes également en communication, en coordination, ou alors est-ce que c'est quelque chose de très familial? Vous le faites entre vous, trésorerie, financement, recherche de fonds? On aimerait se professionnaliser, bien évidemment. Oui. D'une part parce que ça amènera davantage de crédibilité vis-à-vis des directoires des hôpitaux, vis-à-vis des partenaires. Donc au niveau communication, pour l'instant, c'est des copains qui bidouillent un petit peu, qui donc rien n'est sur les réseaux. Non, il n'y a rien de professionnel. Il n'y a rien de professionnel. Et malgré tout, vous avez quand même fait 36 opérations et 5 en devenir. On est arrivé quand même à faire des très belles choses. Ouais, félicitations. Mais effectivement, oui, on ne se ferme aucune porte. Et puis,
On communique quand même pas mal, même si c'est pas très professionnel sur les réseaux. C'est pas mal, hein. J'ai vu que vous aviez ouvert une cagnotte Litchi. Oui. Déjà, oui. Ça y est, elle est en action. Et puis, il y a eu pas mal de reportages. Nous avons assisté à la nuit du bien commun dernièrement. Le 11 octobre. Vous avez levé combien ? 11 décembre. Le 11 décembre. Et vous avez levé ? Alors, on a des promesses de dons qui arrivent à 80 000 euros. 80 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 80 000 euros ? Alors, on va faire attention à ne pas le dépenser trop vite. Donc là, on a d'ores et déjà commandé 3 costumes. Qui sont ? Un costume qui va remplacer celui de Thanos, le méchant Thanos, qui sera le Docteur Fatalis. Donc la boîte qui nous fait les costumes, c'est la boîte qui fait les costumes pour Disney. Donc le costume, il va être juste magnifique. Il sera un petit peu plus cher que les autres. Mais sachant qu'on allait toucher cette somme-là, donc on en a profité. On va intégrer une nouvelle femme qui sera Catwoman. Ah oui, je me demandais à quel moment interviendrait Catwoman. Voilà, donc il y a Catwoman qui va arriver normalement dans les 2 mois qui arrivent. Et le dernier c'était on recommandait un costume de Spider-Man. D'accord. Parce que le nôtre commence à être un petit peu usé. D'accord. On a ça comme projet, donc c'est pas des projets, les commandes sont lancées. On aimerait pouvoir organiser des opérations en Corse. Alors, j'ai des copains en Corse qui nous ont dit c'est super ce que vous faites, mais comme toutes les associations, vous faites beaucoup de choses en métropole. Et je dis écoute, si on trouve les financements, c'était avant ce 11 décembre-là, si on trouve les financements, je te donne ma parole qu'on se fait Ajaccio et Bastia si les hôpitaux valident ce qu'on propose. Et donc, j'ai lancé les premiers contacts. Et donc, je suis en contact avec les 2 directions des hôpitaux, Bastia et Ajaccio. D'accord. Et donc, on pourrait éventuellement se faire une petite semaine, toute l'équipe, en plus de ce qu'on va générer là-bas, se passer un super moment, quoi. Parce que je reviens un petit peu sur l'équipe et sur les liens qu'on a. Donc effectivement, mais vas-y, reviens. De toute façon, j'allais t'interviewer là-dessus, parce que c'est quand même important. Je veux en parler parce que c'est une famille. Ouais, je crois. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres associations. On n'est pas une entreprise. Et on ne se fixe aucun objectif. Si ça s'arrête la semaine prochaine, ça sera triste. Parce qu'au vu de ce qu'on a déclenché, on aimerait pouvoir en faire davantage. Mais ça ne sera pas la fin du monde. Mais on a vraiment créé quelque chose. On s'appelle, on est une vingtaine, mais on n'arrête pas de s'appeler, de s'envoyer des messages. On a vraiment créé une famille. Les copains qui font partie de l'association ont intégré leur femme ou leur mari. Mais comme toi, tu as aussi intégré ton épouse et tes enfants. Et on a des jeunes qui intègrent l'association, qui nous donnent un coup de main au niveau de la communication. Pour les réseaux, qui nous donne un coup de main à coordonner au sol sur les opérations et qui commence à s'intéresser à éventuellement descendre en rappel. Puis comme je te l'ai dit, on n'est plus tout jeune, hein, pour certains, il va falloir commencer à anticiper la relève. Oui. Parce que pour certains, quand on met le masque, on voit plus grand-chose en se mettant dans le vide. Donc du coup, on a ces jeunes-là qui sont... C'est vrai qu'on n'a pas encore vu Spider-Man avec des lunettes, mais non, mais il les cache, mais il les a dessous. Ouais. Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, on a des jeunes aussi qui ont intégré l'équipe, mais on a vraiment créé une famille, quoi. Oui, c'est ce que j'ai vu. On se revoit régulièrement pour et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'étais très contente de t'avoir en interview et que tu aies accepté d'enregistrer ce podcast, parce que c'est cette notion-là, cette notion de non seulement d'engagement, parce que c'est le fil rouge de nos podcasts, mais c'est ce bénéfice, au-delà du fait de s'engager personnellement, c'est le bénéfice collectif que l'on récupère à créer quelque chose de plus grand que soi. Tu avais une vision, tu l'as dit, et grâce à toi, cette association existe, mais c'est bien plus qu'une association, c'est une famille, c'est des liens. C'est ça. C'est des liens que tu as créés, qui étaient déjà présents avec tes amis, mais qui ont transcendé quelque chose entre vous pour le mettre au service de ces jeunes qui sont malheureusement malades. Alors, on va rester sur le thème de la jeunesse, parce que c'est quelque chose qui nous touche tout particulièrement.
là, tu parles de ces jeunes enfants et de ces jeunes qui t'accompagnent maintenant et qui sont interpellés par votre démarche et qui ont envie de s'engager à vos côtés. Nous, les podcasts que l'on crée, nous avons également envie de les partager auprès des écoles avec lesquelles nous sommes partenaires. Pourquoi ? Parce que la plupart des étudiants que j'ai pu rencontrer sont interpellés par le monde associatif. Ils ont envie effectivement de participer à cette économie sociale et solidaire, et tout en se disant, bon, je ne gagne pas forcément ma vie, je ne me projette pas, je veux bien être engagé, mais en même temps, est-ce que ça va créer quelque chose d'intéressant, de pratique, de pertinent, d'efficace ? Donc souvent, on peut être freiné dans son désir d'engagement pour des raisons financières que je comprends tout à fait, mais parfois parce qu'on se sent un peu seul. Tu as la chance d'avoir cette force leadership qui a fait que tu as créé cette association. Quel est le conseil que tu pourrais donner à ces jeunes gens qui voient le monde associatif comme quelque chose d'un peu à part et qui malgré tout ont envie de s'engager ? C'est toujours compliqué de donner des conseils aux autres. Et moi, si je pouvais parler à ces jeunes, on vit aujourd'hui dans une société particulière. On peut vivre encore des très très belles choses, même si on entend des choses, bon, tout n'est pas rose, mais c'est particulier. On ne fait pas toujours le métier qu'on aimerait faire, et on ne s'épanouit pas toujours dans le métier qu'on a choisi. Par contre, on peut choisir d'aider les autres, de faire du bien aux autres. Et ça, humainement, c'est hyper épanouissant. Aujourd'hui, c'est compliqué d'associer une vie associative avec un travail, parce qu'effectivement, au-delà de ces heures de travail, il faut trouver du temps le soir ou le week-end. Et c'est du temps qu'on n'aura pas avec ses potes. C'est du temps qu'on n'aura pas pour sortir ou pour d'autres loisirs. Mais derrière, ce qu'on gagne, qui n'est pas palpable, hein, c'est pas du tout palpable. Hein. Le sourire de quelqu'un, le câlin d'un enfant, ou une maman qui vient vous remercier. Alors là, je pense à mon association, mais je pense à ce que j'ai fait avant aussi, dans le cadre de mon boulot. Et quand on vit des drames et que vous avez des gens qui viennent et qui vous regardent, et qu'avec beaucoup de classe, ils vous remercient avec les larmes aux yeux, on se dit, merde, j'existe pour faire quelque chose de bien, quoi. J'existe pour faire quelque chose de bien. Et ça, ça vous renforce, ça vous donne confiance en vous, et ça vous permet d'aller au-delà et d'avoir toujours d'autres projets. Et ce qui est hyper important, quel que soit son âge, c'est de croire dans ses projets. Voilà, quel qu'il soit, même si c'est pas toujours évident, que ça va pas toujours être un long fleuve tranquille, il va y avoir des embûches, il va y avoir des gens qui vont peut-être nous. Alors, Chris, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, on est entre nous, hein. On est ici, on est entre nous, et je t'écoute et je te remercie de ce moment, parce que c'est très précieux ce que tu viens de dire comme conseil, ce que tu viens de donner comme conseil est très précieux. Maintenant, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as toujours été comme ça, que tu as toujours été sûr de toi, que tu as toujours été sûr de la vision que tu avais. Alors, c'est pas du tout le cas. Et parce que cet engagement, effectivement, ça fait partie de ton métier de départ. Mais être un homme engagé, est-ce que c'était une évidence ? Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt effacé. J'étais plutôt une victime. Comme c'est un terme que les jeunes emploient beaucoup. Et à ce moment-là, quand on est jeune, quand on n'est pas super bien dans sa peau, qu'on ne sait pas trop quoi faire, j'ai eu la chance d'avoir une famille stable. Et mes parents m'ont transmis des valeurs importantes. Et puis je me suis lancé dans le sport. Mais voilà, tu te sentais victime ? Toi, tu te sentais victime ? Oui, je me sentais victime. J'étais plutôt harcelé, même à l'école. Toi, tu étais harcelé ? Oui, j'étais harcelé par d'autres gamins. Parce que tu étais petit ? Parce que là, tu es très grand maintenant. Non, parce que j'étais plutôt maigre, avec des boutons plein le visage. Et donc, j'étais... L'injustice des enfants. Je faisais partie des victimes. Et donc, c'est passé. Et c'est passé beaucoup grâce au sport, d'une part.
Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des résultats dans ces différents sports. Donc, j'ai pratiqué le football au départ, et puis les sports de combat, les arts martiaux, puis les sports de combat. Sport de combat très intéressant par rapport à la confiance en soi. C'est pas pour autant que ça m'a permis de mieux me défendre dans la rue, parce que les sports de combat, les arts martiaux et la rue, c'est deux choses différentes. Ça peut vous aider, mais ça m'a surtout permis de gagner en confiance et de pouvoir avoir des projets. De pouvoir avoir des projets, de pouvoir avoir des amis. Et puis derrière, ces projets ont fait que j'ai encore gagné un petit peu plus en confiance. Je suis rentré dans la police. Dans la police, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des belles opérations sans être pour autant dans une unité spéciale. Et ça, c'est toujours pareil. À chaque fois que vous faites du bien, ça vous donne de la force, ça vous renforce et ça vous permet de réfléchir à l'après. Donc, ça m'a donné confiance et j'ai eu comme objectif de passer les tests pour rentrer au GIPN. 95, à l'époque. Et je me dis, mais Chris, qu'est-ce que toi, tu vas prétendre à pouvoir rentrer au GIPN ? Je ne pensais pas que j'avais le niveau. Je me suis préparé comme j'ai pu avec mes moyens et j'ai réussi. Et à partir de là, ma vie professionnelle a démarré. Comme j'ai pu avec mes moyens, ça veut dire quoi ? Tout seul le soir à t'entraîner régulièrement ? Oui, parce que c'est une discipline quand même. J'étais sportif, mais j'étais pas un sportif de haut niveau. J'étais complet, j'étais moyen bon partout, mais je courais pas super bien. Je suis pas un marathonien, j'ai pas gagné de championnat du monde en sport de combat. J'aimais tous les sports. Et c'est peut-être ça la clé aussi, c'est d'avoir cette ouverture, cette curiosité et puis cette capacité à être touche à tout, en tout cas une très bonne volonté. Ne pas s'enfermer dans une direction, être ouvert à d'autres choses. Écouter les autres, c'est pas évident d'écouter les autres. Mais revenons sur le côté, alors j'étais pas champion, donc je doutais quand même de mes capacités à relever le défi, c'est ça ? Oui. Et alors, tu l'as relevé ? Oui. Alors, je l'ai relevé. Je me suis donné au maximum pour ces tests. Ça se passe sur 15 jours. Puis, tu sais, ces unités-là sont un peu des mythes. Et on se fait une idée quand on démarre dans ces métiers-là. Et on imagine que c'est inaccessible. Et je me suis préparé. Je les ai passés. Et je les ai réussis. J'ai eu la chance de les réussir. Je ne sais pas si je les réussirai aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de les réussir. Et puis derrière, j'ai intégré ces unités. Et ces unités m'ont permis de pouvoir rencontrer des mondes que je n'aurais jamais pu rencontrer dans d'autres services. Et ça a développé des capacités, des compétences supplémentaires. Capacités, compétences, et puis j'allais dire surtout un cœur qui reste intact, puisque tu as su... mettre au service d'autrui, au-delà même de tes engagements professionnels, tout le parcours qui est le tien, de ce dépassement quelque part de soi, de cette surprise de toi-même. Tu t'es découvert à toi-même, enfin de ce que j'entends en tout cas, et tu l'as mis au service d'autrui et maintenant au service de ses enfants. C'est exactement ça. C'est comme ça que je reviens là-dessus, parce que tu me parlais tout à l'heure de ce podcast qui peut être éventuellement diffusé dans des écoles. C'est l'idée, oui. Ne pas s'arrêter à des périodes compliquées de la vie. Elles sont souvent là pour nous faire grandir. Exactement. On les prend mal, ces périodes-là, et pourtant elles nous font grandir. Il faut lever les mains, se mettre en position de défense et attendre que ça passe. Et derrière, généralement, on reprend le dessus. C'est sûr. Un accouchement n'est jamais agréable. C'est toujours très dur. Oui, il paraît. Il paraît. Non, mais je parle pour celui qui accouche de lui-même. Merci beaucoup, Chris. Nous allons nous arrêter là, même si je passerai bien plus de temps à t'écouter. Merci pour ces confidences et pour cette détermination et cette foi que tu mets à faire ces actions envers le bien commun et surtout envers ces enfants malades. Merci. Merci pour ce moment. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité et d'avoir mis à l'honneur l'association Super Héros Grand Cœur. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode des Talents de la Terre, une production Arsenal by Bolloré. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.